Arrogant, opportuniste, intimidateur, autoritaire, imposant. Tant de mots qui décrivent tant mieux que mal l'homme dont nous allons parler aujourd'hui. Gaétan Barrette, oh là là, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec depuis déjà 4 ans. À son actif, des réformes plus ou moins bien accueillies, un comportement qui a toujours fait réagir et de la controverse. Beaucoup de controverses. Et aujourd'hui, une petite dose de critique s'impose. Alors, c'est parti pour 5 à 10 minutes sur un politicien qui carbure au pouvoir. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Gaétan Barrette est élu en 2006 à la tête de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Déjà, son caractère et ses manières font parler de lui. Il est reconnu comme étant un négociateur assez particulier, mais qui arrive à ses fins. Cela lui permettra d'arracher la plus grande hausse de salaire consentie aux médecins spécialistes face au ministre de la Santé de l'époque, Philippe Couillard. Ah, que l'histoire fait bien les choses. Le médecin fighter continue de faire parler de lui. En 2009, il mène une autre bataille contre Yves Bolduc, alors ministre de la Santé. Barrette le traite d'amateur et d'insignifiant. En 2012, il se présente pour la coalition Avenir Québec. Sans grande surprise, les critiques du Parti libéral sont au rendez-vous. Le programme du Parti libéral, on l'a entendu, ça s'appelle « Dénigrer les autres », ne rien faire, beau programme, bravo. Cependant, il perd l'élection. Toutefois, aux élections de 2014, le Dr Barrette retente sa chance avec, cette fois-ci, le Parti libéral. Le Parti libéral, attendez quoi? Il a été l'un des opposants du gouvernement libéral les plus farouches. Il les a qualifiés d'amateurs, d'insignifiants. Il leur a extirpé une hausse de salaire tout simplement monstrueuse et maintenant il les rejoint. Y a-t-il seulement une explication? Pour une raison obscure, ils ont vu quelque chose de positif en moi. Un opportuniste? Ben non, voyons donc. Mais j'essaie de comprendre ce que la CAQ a de différent par rapport à il y a un an et demi, sauf les sondages qui sont plus bas. Donc, il n'y a pas de l'opportunisme là-dedans? Pas du tout, pas du tout. Pas besoin de préciser que le chef de la coalition Avenir Québec, François Legault, n'en revenait tout simplement pas. Et le départ du Dr Barrette, ça a déjà... C'est ainsi que Gaétan Barrette s'est retrouvé élu et nommé ministre de la Santé en 2014. Mais ce n'est que le début. Attendez de voir la suite. Ma belle folie, ma renaissance. Gaétan Barrette est maintenant à la tête du ministère de la Santé et des Services sociaux. En 4 ans, ce ministre à la langue fourchue a énormément fait parler de lui. Un petit récap de son comportement qui n'a pas arrêté de faire polémique s'impose. Au tout début de son mandat, Barrette traite sa principale opposante politique, Diane Lamar, d'ignorante, d'épileptique et d'architecte du néant. Je voudrais vous donner 3 exemples de façon dont le ministre, plutôt que de répondre à la question, me donne des attributs. Il m'attribue des qualificatifs. Alors, je vous en donne une. Architecte du néant. C'est vrai, j'ai dit ça. Quand même. Créatif, ignorante. Ben, la semaine dernière, ignorante. La politique peut être poétique. Et épileptique parce que j'avais des absences. Quand on est en politique, là, on n'a pas le choix de vivre avec ça. On le vit bien ou on le vit mal. Madame Lamar, est-ce que vous avez accepté les excuses Je du n'ai ministre? pas eu d'excuses. Ben non. Moi, je trouve Je n'ai pas eu. Le ministre a refusé de s'excuser. Après avoir refusé plusieurs fois de s'excuser, Gaétan Barrette a été obligé de le faire en mars 2016. Pas besoin de préciser que ça a dû être très complexe pour le ministre. Mais le Dr Barrette a persisté et continué de débattre à sa façon. Ses interventions commencent toujours avec un préambule humiliant pour diminuer son interlocuteur. Alors, Monsieur le Président, le député aborde un sujet qui a une certaine complexité. Je vais essayer de simplifier pour le bénéfice du député. Quoi? C'est complexe, vous allez voir dans la réponse. Il y a un député élu, dûment élu en cette Chambre, qui se lève au nom de ses citoyens, qui pose une question légitime d'intérêt public, puis on a droit au mépris et à l'arrogance du ministre de la Santé. Ça peut-tu finir par arrêter? Le 3 octobre 2017, en pleine commission parlementaire, le ministre a laissé entendre que Diane Lamar n'était pas capable de comprendre et de saisir des enjeux simples. Alors, moi, je l'aime bien quand elle parle, la collègue. Ça consomme du temps, c'est son droit. Les mots ont un sens, et les mots que prononce la collègue n'ont aucun sens. Tout le monde qui nous écoute, Monsieur le Président, a compris que c'est simple. Ben oui, ça tombe sous le sens, là. Tout le monde, c'est ça. Tout le monde. Et encore, le 7 décembre 2017, la presse révèle l'existence d'un conflit qui a opposé le Dr Barrette et sa femme à 12 collègues radiologistes, dont les Drs Stéphane Carignan et Robert Filion. Les tensions ont culminé en septembre 2009 lorsqu'une poursuite a été intentée par la Dr Berthiaume contre ses 12 collègues. Pas de chance, c'est retourné contre elle et elle a été condamnée à verser 375 000 $ à ses collègues. Pas besoin de préciser que Gaétan Barrette était hors de lui.
Le 3 septembre 2009, il téléphone au chef du département de l'hôpital, le Dr Filion. Il le menace de tout faire pour nuire au département, d'attaquer personnellement tous les associés et de les détruire un à un, peu importe les dommages collatéraux. Avant d'ajouter que Carignan, lui, il poignarde les gens dans le dos, mais moi je vais le poignarder de face jusqu'à temps qu'il en meure. Puis, 3 mois plus tard, il appelle le Dr Filion une deuxième fois. Cette fois-ci, l'appel a été enregistré. Ouais, je vous laisse en juger par vous-même. Je vais en parler. Cette affaire-là, calice, Robert Fillon, c'est de la calice de merde de Carignan. Tu sais que c'est comme ça depuis le début. C'est de l'hostie de vacherie depuis le début. Puis vous en faites encore, puis vous allez payer pour à un moment donné, Robert. Assez brusque comme bonhomme, vous ne trouvez pas? Et que répond Barrette? Ce sont des conversations, ce sont des conversations de souper de Noël. Tire-toi de ta tête, calvaire. Conversations de souper de Noël. Ce sont des images. Et le pire dans tout ça, c'est que son poste de ministre lui permet de mettre ses menaces à exécution. Ce qu'il a fait d'ailleurs. En novembre 2016, Gaétan Barrette a proposé de supprimer l'échographie cardiaque du champ de pratique des radiologistes. Cette mesure affecte tout particulièrement ses anciens collègues. Un hasard? Le ministre Barrette affirme que non. Selon lui, cela n'a aucun rapport. Il y en a d'autres dans le CHUM, il y en a dans le CUSM, il y en a très peu parce que c'est un examen en voie de disparition. Vraiment, M. Barrette, regardons plutôt ce que nous révèlent les chiffres. En 2015-2016, aucune échographie cardiaque n'a pourtant été pratiquée par un radiologiste au CHUM. Une seule a été pratiquée au CUSM et 2330 ont été pratiquées à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Cette mesure affecte donc bel et bien les anciens collègues de Gaétan Barrette qui pratiquent encore à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ah ben, ne serait-ce pas là de la vengeance personnelle? Poussons l'affaire encore plus loin. Les témoignages d'anciens collègues qui sont fait intimider par Gaétan Barrette ne manquent vraiment pas à l'appel. Commençons par le cas de la radiologiste Pauline Daigle qui a démissionné à cause du comportement blessant du Dr Barrette et de sa femme envers elle. En janvier 2009, la Dr Daigle a quitté un dîner en pleurs suite à des propos désobligeants de la part du Dr Barrette. Il l'aurait accusée de se pogner le cul et d'être paresseuse. Ou encore l'histoire d'une technicienne en radiologie qui a sombré en dépression à cause de l'agressivité du médecin. Sans oublier le dîner où Gaétan Barrette a écrit à Normand Laberge, le directeur général de l'Association médicale du Québec, « Si vous n'arrêtez pas de faire des sorties publiques, je vous élimine. Je vais tout faire pour que votre association fasse faillite. » Et qu'a répondu le ministre de la Santé? Tout au plus, selon lui, des gens se sentent bousculés par ces décisions qui n'ont pas toujours été bien reçues ni perçues. Wow, la stratégie de l'autruche alors que les preuves sont bien réelles. C'est quand même assez ironique quand on sait que le combat contre l'intimidation est une des priorités du gouvernement Couillard. Mais encore, le 1er mars 2018, Gaétan Barrette s'enfonce davantage dans la controverse. Une émission de Radio-Canada révèle qu'il aurait retardé un projet de pédiatrie. La raison? L'hôpital en question se situe dans une circonscription péquiste, donc d'un parti différent de celui du ministre. Ouch! Cette fois-ci, c'en est trop. L'opposition réclame une enquête sur Gaétan Barrette. Malheureusement, au moment où j'écris ces lignes, le rapport de la commissaire à l'éthique n'a pas encore été publié. Cerise sur le gâteau, plusieurs reprochent à Gaétan Barrette sa gouvernance dictatoriale. Le 8 décembre 2017, un article de la Presse Plus nous apprend que 5 organisations du réseau de la santé dénoncent l'approche du ministre. Que lui reproche-t-il au juste? Sa méthode, point, qui consiste, selon eux, à imposer ses vues, agir unilatéralement, privilégier le bâton, régler ses comptes, nier les situations et les faits, présenter des lois pour contrer les jugements qui ne font pas son affaire, écorcher celles et ceux qui dénoncent l'intolérable et réfuter la détresse du personnel soignant dans le réseau de la santé. Rien que ça. En juillet 2017, tous les membres du conseil d'administration du Centre universitaire de santé McGill, le CUSM, démissionnent. 2 ans plus tôt, même principe au centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM. Plusieurs membres du conseil d'administration avaient démissionné. Pourquoi? Afin de protester contre l'attitude et les méthodes du ministre, notamment l'ingérence dont il a fait preuve dans des nominations. Glenn Rourke, un ex-membre du CIA du CUSM, a même affirmé que Barrette, il est bully avec tout le monde. Avec lui, c'est my way or the highway. Résultat, les gens en ont marre. Plusieurs ont même déjà réclamé sa démission. Les sondages ne vont également pas en faveur du ministre Barrette. En début février 2018, un sondage révèle que 61% des gens jugent l'attitude du ministre intransigeante et arrogante. Un autre sondage révèle que 81% des gens jugent que la gestion de la santé est déficiente. Finissons cette section de vidéo sur cette citation de Paul Brunet, porte-parole du Conseil pour la protection des malades. Il n'y a plus personne qui parle. Le ministre est en train de s'assurer que tout le monde lui sera loyal. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais j'oserais dire que les gens ne sont pas loyaux à M. Barrette.
Ils le craignent. Et maintenant, que vais-je faire? Gaétan Barrette est actuellement à la tête du ministère qui accapare la plus grande portion du budget. À lui tout seul, le ministère de la Santé compte pour 42,1 milliards de dollars, soit près de 40% du budget pour 2018-2019. De plus, les dépenses en santé augmentent considérablement d'année en année. Cette année, ces dépenses ont bondi d'environ 4,75% et on prévoit qu'ils augmenteront d'environ 4% l'an prochain, ce qui fait une augmentation de dépenses d'environ 9% en seulement 2 ans. Le ministère de la Santé est donc un véritable géant de l'État que Gaétan Barrette dirige d'une poigne de fer. Mais qu'a-t-il fait à sa tête? Au début de son mandat, il met en place la loi 10. Avec ce projet de loi, les 182 établissements qui formaient le réseau de la santé en 2014 sont fusionnés pour ne former que les 34 que vous voyez en ce moment. Tout le monde y a passé, même des hôpitaux qui étaient indépendants comme l'hôpital juif de Montréal. Avec cette réforme, le gouvernement avait espéré économiser 220 millions de dollars par année. À première vue, cela pourrait sembler bénéfique. Oh là là là, laissez-moi vous expliquer pourquoi la loi 10 n'a vraiment pas été une bonne chose pour notre système de santé. De 1, cette réforme permet à Gaétan Barrette de consacrer tous les pouvoirs entre ses mains. En effet, il a lui-même nommé tous les présidents de tous les 34 nouveaux établissements, ce qui lui permet d'avoir une mainmise sur chaque recoin du réseau. De 2, pour mieux comprendre les impacts négatifs d'une telle centralisation, attardons-nous à l'exemple du système de santé dans le Pontiac. Pourquoi le Pontiac? Tout simplement parce qu'avant la réforme, le système de santé là-bas fonctionnait bien. Oui, c'est surprenant, mais le système était fluide et local, de proximité, plus maintenant. L'administration a été réaffectée à Gatineau et tout doit passer par là maintenant. Certains patients qui recevaient des services dans leur ville doivent maintenant prendre leur char et aller à Gatineau, à 1 heure de route. Ainsi, quelque chose qui prenait 2 heures avant peut prendre une journée entière maintenant. Ouais, c'est pas vraiment pratique ça. Mais ça ne s'arrête pas là. Avec son projet de loi 20, les médecins sont maintenant devenus des machines à la chaîne pour traiter et soigner, déshumanisant totalement un système d'humain à humain. Comment? Les médecins se sont fait imposer des quotas. Ils sont maintenant obligés de traiter un certain nombre de patients à chaque jour. Cependant, tous les patients ne valent pas tous la même valeur. Ah, non. Certains valent pour 2, d'autres pour 5, certains pour 25, d'autres pour 12, et ainsi de suite. Alors, on se demande... Et comment arrive-t-on à définir des êtres humains par une formule mathématique? C'est facile. 25 soins palliatifs, 2 un sida, 1 bras cassé. Aujourd'hui, j'en ai fait 28. Bon, arrêtons un peu avec les projets de loi et tournons-nous vers une autre mesure phare. En 2016, Gaétan Barrette a aboli la seule personne qui agissait comme contre-pouvoir, c'est-à-dire qui aurait analysé son travail et qui aurait critiqué ses réformes, le commissaire à la santé et au bien-être. Une coïncidence? À vous d'en juger. Dans tous les cas, quelle est l'excuse du gouvernement? Il faut bien sûr couper dans les dépenses. Ah bon? Voici à gauche le budget en santé en 2016 et le budget alloué au commissaire à la santé à droite. J'avoue qu'on ne le voit pas vraiment. Attendez, je vais juste... Et voilà. Oui, le gouvernement a enlevé ça parce que c'était trop gros pour ça. Heureusement, le gouvernement Couillard a annoncé en mai dernier le retour du commissaire à la santé. Maintenant, attendez de voir ce que nous réserve le ministre pour régler les problèmes que je viens d'énumérer. Non, mais sérieusement, comment peut-on affirmer que les réformes sont terminées et que tout ce qui reste à faire, c'est de consolider et de peaufiner? Est-ce que je dois vraiment lui rappeler l'état de notre système de santé? Ouais, je pense que ouais. Niveau attente à l'hôpital, le Québec n'a pas vraiment de quoi être fier. En fait, on a les pires délais d'attente du monde occidental. Au Québec, 35% des personnes se présentant aux urgences doivent attendre plus de 5 heures. C'est un score assez minable. En Ontario, ça chute à 15%, sans parler du 5% des Allemands et des Américains, ainsi que du 2% des Suisses. Ah, et la prochaine fois que vous irez à l'urgence et que vous devez voir un médecin spécialiste, sachez qu'il y a 2 chances sur 3 pour que vous attendiez plus de 4 heures. Niveau conditions de travail du personnel, ce n'est pas fameux également. Fin janvier 2018, un post Facebook devient viral. Son auteur, l'infirmière Émilie Ricard, révèle les conditions de travail pénibles auxquelles font face les infirmières. J'ai fini mon corps de travail vidé, exténué, lequel je me suis démené comme une folle car je suis la seule infirmière pour couvrir 70-76 patients. J'ai tellement de stress que je suis courbaturé partout dans mon dos. J'arrive chez nous et je pleure de fatigue. Et les infirmières ne sont pas les seules qui ont vu une dégradation de leurs conditions de travail. En février 2017, 60% des membres de l'Association du personnel professionnel et technique de la santé disaient souffrir de détresse psychologique élevée ou très élevée.
Résultat, le nombre de congés de maladie pour santé mentale a explosé. Entre autres, en Montérégie-Est, ils étaient 742 en 2012-2013, ils étaient 969 employés en congé de maladie en 2016-2017, soit une hausse de 31%. En Estrie, la hausse est de 47% cette fois-ci. Au CUSM, elle est de 35%. Niveau rémunération, par contre, les médecins ne sont vraiment pas à plaindre. Au Québec, un médecin gagne 7,6 fois le salaire moyen. On est sur ce coup-là beaucoup plus haut que les autres pays occidentaux. Également, environ 21% des dépenses en santé servent à payer les médecins. Donc, pour chaque dollar en impôt, 8 cents servent à payer un médecin, quelque part au Québec. Et l'évolution de leur rémunération est frappante. Tandis que le nombre de médecins augmente de 34% entre 1998 et 2014, leur rémunération augmente de 109%. Les médecins québécois sont même maintenant mieux payés que leurs voisins ontariens. Seul hic, les médecins sont moins productifs. En 2006 et 2015, le nombre d'actes effectués par des médecins a baissé de 8,2%. Le nombre de visites par médecin a chuté de 17% et le nombre de jours travaillés a baissé de 4,5%. Donc non, la réforme en santé ne devrait pas être terminée. Et le travail qui reste à faire, ce n'est pas que du peaufinage et que de la consolidation. Le travail qui reste à faire est titanesque. Espérons que le parti politique qui sera placé au pouvoir aux élections de cet automne saura comment régler ces problèmes. Vas-y mon Philippe, mets-moi au top. Je veux une grosse limo Jackie avec un bon pis des beaux chocs. Oui, ma maman m'a dit mon